Vous me prenez pour Guillaume Valoir. Je suis très honoré de faire votre connaissance, monsieur Valoir. Vous êtes blanc comme un mort. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous interdis de me regarder comme ça. J'ai soif. Je suis fatigué. Je veux sortir. 3 personnages qui se réveillent attachés, menottés donc à des chaises, perdus effectivement donc dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'on ne voit absolument pas donc les limites de l'espace. Ces 3 personnages donc se découvrent, commencent donc à s'interroger, se demander effectivement qui ils sont et pourquoi ils sont là. Et puis brusquement, le personnage donc de Julien, c'est-à-dire donc le jeune, croise donc le regard donc du personnage donc plus âgé qui s'appelle Tony, et à ce moment-là croit le reconnaître. Il croit voir en ce personnage un acteur célèbre. Le seul problème, c'est que le personnage qui est face à lui n'a absolument pas conscience d'être un acteur célèbre et va nier très très loin d'être effectivement donc ce personnage. Oh mais arrêtez de m'appeler Valoir, bordel! Je ne suis pas Guillaume Valoir, vous comprenez ça? Et j'ai aucune envie d'être Guillaume Valoir. Ce mec est une véritable ordure. On s'est donné un challenge de réussir un court-métrage qui aura fallu facilement une semaine pour être établi tranquillement. On l'a fait en 3 jours. Ça nous paraissait très court, étant donné effectivement le nombre conséquent donc, de plans, mais on se disait que c'était possible. On avait déjà l'habitude de collaborer ensemble, donc on se disait qu'on allait aller très très vite sur le plateau. On est sur un dispositif qui est très simple, puisque c'est quand même 3 personnages attachés effectivement à une chaise, face à face, un seul lieu de tournage, une seule source donc lumineuse. On se disait qu'effectivement, avec cet univers minimaliste, il y avait moyen effectivement d'être très efficace. Ah pardon, dans ce temps-là. C'est ça, hein, Ouais. C'est bon Flo pour toi? On reste sur lui. Ouais, quand vous voulez. C'est bon? Théo? Non, t'aimes pas trop. Silence. Du coup. Action. Montrez-vous. Je vous vois. Je vous entends. Coupé. La RED, c'est-à-dire cette caméra numérique absolument merveilleuse qu'on a déjà utilisée en fait donc sur le Saphir. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir tout bouger derrière. C'est-à-dire que si l'exposition ne te plaisait pas sur le plateau, ou si c'est un petit chouille trop noir par rapport aux autres, hop, tu peux retoucher les métadonnées. Et là, t'as pas de limite, quoi. Limitation zéro. Tu fais pratiquement tout en post-prod. Tu peux vraiment, grâce aux métadonnées, retoucher absolument tout ce que tu veux et travailler même limite sans lumière, quand tu travailles en extérieur bien sûr. Pas dans ce cas-là, on chope en fait tout ce qui est autour du décor, donc qui sera gommé en post-production. Mais c'est pas possible, il a pas pu sortir, on aurait entendu le bruit de la porte. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il y a une porte? On sait même pas où on est. Ni quelles sont les dimensions de cette pièce. L'idée d'espace très très vaste, on sent l'espace très vaste, en même temps que cet espace soit complètement angoissant et sombre. Sa volonté c'était confiner dans le noir, mais donner l'impression qu'ils sont dans une pièce énorme, sans mur, limite presque infini. Il faut jouer la réverbération en fait, hein, pour donner cet effet un petit peu grand, quoi. Le truc c'est que dans la pièce où on tourne, en tout cas dans la grande salle des fêtes, il y a de la réverbération naturellement, mais elle n'était pas très belle. Donc on a joué aussi le côté de mettre justement cette grande cage dans la pièce, une cage faite avec des rideaux, mais voilà, c'était pour amortir certaines harmoniques qui sont pas très belles dans les aigus. Donc c'est moi qui ai fait la demande avec le chef-op, on a étudié ça vite fait pour que lui aussi sa lumière soit bonne. Parce qu'il y a quand même cette ambiguïté, une obscurité habitée. On ne sait pas où ils sont. La seule chose qui les lie, c'est leur situation et le sol. Ne pas avoir de limite, être plongé dans le noir sans limite et sans connaître les limites de l'espace, c'est une chose qui arrive rarement. Il y a au moins des notions visuelles. Si c'est vraiment dans le noir, il y a au moins des notions acoustiques. Donc on peut se placer. Ici on a réfléchi à cette source lumineuse donc, qui venait donc du haut pour 2 raisons. D'abord parce que comme toujours c'est une lumière qui est une lumière entre guillemets divine, c'est-à-dire c'est une ciel vers les cieux qu'on va aller chercher la vérité. Des contrastes très marqués, c'est-à-dire que comme la lumière est effectivement verticale,
Ça permet de creuser tout bêtement les personnages, d'avoir effectivement un côté très expressionniste en fait. On a rapidement pensé à un espace très grand en fait. Sachant que le paradoxe c'est que cet espace très grand, on n'allait presque pas le montrer. C'est-à-dire que la lumière peut éventuellement de temps en temps se transformer en une lumière d'interrogatoire. Il y a une ampoule, il n'y a qu'une source. Donc il n'y a pas d'effet de décrochage des personnages, de lumière qui vient d'ailleurs, etc. Sauf pour les silhouettes. Parce que là on glisse doucement, fantastique. Ce sont des hallucinations, ce sont des images mentales qu'a le personnage. Donc là, bon, on fait un petit compromis et on se permet de se dire qu'il n'y a pas qu'une ampoule, ou en tout cas, bon, on peut rajouter d'autres sources sans que tout s'effondre. Et ensuite, il y a quelques plans qui font penser qu'effectivement on est dans une autre dimension. Alors évidemment, vu qu'il n'y a pas vraiment de déco, tout ce qui est d'assez fort à ce niveau-là, c'était l'accessoire. Valère avait envie d'accessoires métallisés pour qu'on puisse jouer éventuellement sur des reflets. Alors au début, on voulait des menottes aussi aux pieds, mais c'est des choses qu'on ne trouve pas en France parce que c'est pas dans le processus judiciaire français d'enchaîner aussi les chevilles. Donc on a opté pour des chaînes. Menottes au poignet et la chaîne remonte jusqu'aux menottes pour vraiment avoir cette idée de ne pas pouvoir se mouvoir, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir non plus se lever avec sa chaise, des choses comme ça. Avoue qu'elle te manquait, hein, ces petites chaînes, ces menottes, là. Bah oui, parce que sinon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça. J'ai rien fait, moi. Je suis innocente, j'ai même pas d'argent. Moi non plus. Mais en tout cas, ils nous ont habillés pour l'occasion. Les trois personnages arrivent dans une situation où ils se disent mais c'est pas nos fringues, c'est juste pas nos fringues, donc qu'est-ce qu'on fout là? Qui nous les a mis? Et du coup, fallait quelque chose qui soit en même temps plausible et en même temps décalé par rapport à cette situation. Arrêtez, vous me faites peur. Le dispositif est d'un certain point de vue très théâtral. On a 3 chaises dans la lumière avec du sombre autour, ça pourrait être sur une scène. Et de cette façon-là, je voulais quand même effectivement avoir un univers très cinématographique. Je me disais, ce qui serait très intéressant du point de vue du découpage, c'est une multiplicité en fait donc des angles de la caméra. Pour créer cette espèce de paranoïa et tourner autour de lui, il fallait effectivement être en mesure donc de refaire parfois la même scène, mais envisager effectivement donc sous différents angles. C'était un petit peu le truc étonnant sur ce tournage, c'est qu'on avait le sentiment voilà, d'être toujours en train de travailler le même truc. On reprenait évidemment les séquences voilà, qui étaient filmées sous des angles différents, avec un dispositif technique différent. Faire des multisaxes permet justement de donner du dynamisme. On essaye de mettre du mouvement là où il n'y en a pas. C'est vraiment très proche du film d'action en termes de nombre de prises, alors que ça n'est pas un. Ouais, ça va être un film d'action verbal, on va dire. Donc film d'action, oui, d'un certain point de vue, sachant que pour moi les meilleures scènes d'action parfois c'est des scènes de dialogue où il y a une espèce donc, de jeu de ping-pong, varier énormément les angles et parfois demander mais 10-15 fois donc, de refaire effectivement la même scène, envisagée d'un point de vue différent. Valère, il en montre peu, mais il est présent et c'est surtout, il sait ce qu'il veut. Essayer de chercher son portefeuille dans sa poche à main. Je trouve ça ridicule. Ça tu décroches un instant et du coup, brusquement, tu vas aller trouver ce qu'on a tourné tout à l'heure, c'est-à-dire les chaussures. Donc là, ton visage se fige, tu viens d'apercevoir quelque chose. À ce moment-là, tu fais un demi-tour, tu vas voir, tu t'arrêtes comme ça, puis tu te retournes comme ça vers la caméra. On a beaucoup parlé pendant les lectures. Il avait une idée du personnage, oui, mais il m'a laissé libre du champ d'action au niveau de comment je peux interpréter, quelles émotions à mettre, quelles couleurs, quelles recettes à faire. Le tout était d'en parler ensemble et d'être d'accord. Non mais il faut que je bascule de bord, parce que jusqu'à présent j'étais vachement attendrie et de son côté. Là t'as peur. Et là, maintenant, oui. Limite je me Anna et rapproche Julien de regardent de nouveau Tony avec crainte. C'est pas spécial que ça soit un personnage inquiétant parce que toutes les chaînes de la logique, de la rationalité sont rompues chez lui. On ne sait jamais d'un instant à l'autre sur quelle note il va jouer. Au-delà, je pense que c'est un personnage qui est travaillé par toutes les ambiguïtés possibles, y compris d'ailleurs, je dirais, presque l'ambiguïté sexuelle, en tout cas dans la façon dont il se définit par rapport au personnage de Valois. Parce que vous êtes qui?
Son frère jumeau? Oh, mieux. Sa mère, peut-être? Non, mais certainement son plus grand admirateur. Je le connais mieux que personne. Peut-être mieux que lui-même. Ce qui était difficile, c'était effectivement de tenir ces notes d'énergie, puisque Julien est constamment, du début à la fin du film, et vraiment Valère souhaitait que je travaille le personnage dans cette perspective. C'est un personnage qui dégage une énergie. Les gens vous ont applaudi pendant au moins 10 minutes, rappelez-vous! Alors moi, avec ma petite feuille, je suis venu vous trouver. À la fin de la projection, j'avais une trouille monstre. J'ai pensé à DSK pour mon personnage, oui. Un homme qui est prisonnier de ce destin, qui est de devenir président de la République, qui finalement refuse et affirme sa liberté d'individu, gourmand, passionné par les plaisirs de la vie, qui est un personnage concupiscent. Je me reconnais là-dedans. C'est l'ogre. Monsieur, ça ne va pas? Ça va, merci. Jouer un personnage comme ça ambigu, qui a différents niveaux d'interprétation, ça se joue pas, c'est induit par le film lui-même. C'est le fameux effet Kuleshov, où vous connaissez, où tu as un acteur qui est totalement neutre, et au montage, on montre, dans le contre-champ, on montre un gâteau. Et on revient sur le personnage, et on lui prête le sentiment de « j'ai envie de ce gâteau ». Après, on monte une femme nue, on revient sur lui, il a envie de cette femme. Donc, alors qu'en fait, l'expression est toujours la même. J'ai un physique et j'ai la gueule de l'ambiguïté en plus, ça me convient très bien. Oui. Moi, je suis très influencé par Actors Studio, donc mon principe, c'est de ne pas jouer la comédie. Je ne suis pas un comédien, je suis un acteur, actant. Donc, j'essaie de vivre la situation. C'est primordial d'adapter en fait le rythme donc, du tournage au sujet même en fait donc, du projet. C'est-à-dire que voilà, le cinéma c'est vraiment, enfin on confond, quand on est sur le tournage, on confond un peu en fait l'atmosphère qui peut exister sur le plateau et l'atmosphère donc du film. Moi ça je me disais effectivement, ce qui me plaît là-dedans, c'est que quand je voyais un peu donc toute mon équipe, on était fébrile et ça servait évidemment, ne serait-ce que, je sais pas, la façon de cadrer par exemple. Poukiou était à un moment, au fur et à mesure d'ailleurs donc du tournage, était de plus en plus fatigué, était de plus en plus tendu et ça se sentait et c'était tant mieux quoi. C'est pas un tournage où c'est vu accomplir le paradoxe du comédien. Il veut que justement, il faut être très à distance de son rôle pour l'incarner parfaitement. Pour la première fois, j'étais quasiment dans les conditions de la situation que je devais incarner. Et presque dans les conditions physiques de mon personnage. Ces conditions de fatigue, de tension, tout ça, ça a été réel. Après, tu fais ce que tu veux. Bah ouais, bouger, vu que j'ai pas de main... On avait ce sentiment d'enfermement au tournage, d'autant que nous étions effectivement attachés pour un certain nombre de plans sur des chaises qui étaient un peu confortables et qui nous obligeaient à tenir une pose un peu contrainte. Donc il y avait, du point de vue du jeu d'acteur, là aussi quelque chose de très particulier. Du coup un tournage très très éprouvant, il faut bien le dire. Une comédienne, c'est génial d'être plongée dans ce genre d'atmosphère avec... cette obscurité, cette lampe, ces chaînes, ces menottes, ce personnage pervers et ce personnage complètement fou qu'interprète Florent. J'aimais bien effectivement l'idée que on est toujours avec l'acteur dans une soif de reconnaissance, mais aussi dans une instabilité. L'acteur, il a chaque jour à remettre tout en question, et une carrière peut être brisée, et il ne sait pas non plus très bien qui il est. Parce qu'enfin, un acteur, il incarne des personnages, il incarne des rôles, finalement, qui est Jean-Christophe Bouvet, par exemple. Si ce n'est effectivement la succession peut-être donc de ses rôles, sachant que ses rôles sont quand même tous très différents. Et c'est effectivement aussi un peu donc, le sujet d'autour de lui, c'est-à-dire comment continuer effectivement de s'assumer moralement, hein, du point de vue de l'intégrité, tout en étant finalement surpuissant. Parce que l'acteur, quand il devient effectivement donc vedette, il passe une étape, il franchit une étape, et il sent qu'il a des choses en sa possession qu'il peut effectivement utiliser contre les autres ou pour les autres, et là encore, quelles sont les limites? C'est vrai que par rapport à la question de la célébrité, dans un premier temps, on a le sentiment d'être aimé par tout le monde, et très vite on s'aperçoit que c'est une chose qui devient une prison, on passe tous par le même sentiment. Au bout d'un moment, vous vous appartenez plus. Oui, jouer un rôle comme ça, c'est
oui, ça me fait économiser 30 ans de psychanalyse. Parce que c'est quelque chose qui permet de prendre des distances avec ça, d'être dans l'autodérision aussi par rapport à ça. Dans le scénario, cette question qui est posée effectivement du regard des autres sur le personnage public que vous êtes, l'obscurité tout autour des personnages qui aussi peut être une métaphore de... Quand par exemple on parle de 12 millions de spectateurs pour Taxi 2, c'est quelque chose de complètement abstrait en fait. Dans la mesure où c'est impossible d'imaginer 12 millions de gens, quoi. Elle est d'autant plus inquiétante dans mon cas, c'est que je suis très célèbre mais que les gens ne connaissent pas mon nom. Ce qui est encore une espèce de blessure quelque part aussi, et de sentiment d'être instrumentalisé, enfin d'être un objet, quoi. Un objet sans nom. Un objet innommable. Il y a quelqu'un. Où? Là-bas dans le coin, j'ai vu une silhouette. Vous êtes sûr? Je vois rien. Dès l'écriture, en fait, moi je voulais quelque chose d'assez abstrait. Voilà. C'est-à-dire que je voulais que ce soit un univers mental. L'idée qu'on est perdu dans ce qu'on appelle le continent noir, et qu'on va aller vers la lumière, on va chercher effectivement une espèce de révélation, ou en tout cas une façon de s'assumer soi-même. Quand on est dans un univers mental et qu'on cherche à s'assumer, on se pose des questions, donc finalement on se divise, on se fractionne, donc j'avais pensé effectivement à des projections du coup de soi-même. C'est un personnage qui sait plus très bien où est le bien, où est le mal. Et là encore, les deux projections, c'est-à-dire les deux personnages qui sont face à lui, vont l'amener à le guider effectivement parmi cette espèce de foisonnement des choses. Moi j'ai tout de suite adhéré à cette espèce d'indécision finale, c'est-à-dire qu'on ne sache pas, au bout du compte, voilà. C'est le principe justement de la fin ouverte. Moi c'est quelque chose que j'aime toujours faire, parce que je voulais rester sur la note de l'ambiguïté. Il faut effectivement donc se dire que cet acteur reste un mystère pour lui-même et reste aussi un mystère pour les autres. Donc il y a une multitude d'interprétations au niveau de la fin, comme il y a une multitude d'interprétations au niveau du réel. Le spectateur va certainement être frustré, mais que cette frustration sera intense. Ma petite idée quand même sur cette affaire, c'est qu'on a un dispositif, on a quand même un élément central qui est la question de la célébrité, et tout est centré autour d'un acteur. Et je pense qu'en fait ce dispositif, c'est le dispositif du cinéma, tel que peut le fantasmer un réalisateur. Des acteurs attachés à des chaises, qui sont ces choses, ces créatures, qui réalisent sa parole, qui accomplissent son fantasme, dans une situation obscure, sous les projecteurs, où tout va naître des images et du verbe. C'est presque l'essence du cinéma.